Voilà, je reprends la parole aujourd'hui. Ça me semble nécessaire puisque je ne peux pas croire ce qui se passe actuellement en Europe. 10 000 Européens ou plus ont été tués lors de la dernière douzaine depuis que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive. J'avais fait une vidéo en avril où on avait eu déjà un nombre de morts maximum dans l'indifférence totale. Le 28 avril, ce nombre de morts par jour a encore augmenté, lié à la bataille autour de Bakhmut. Le 8 mai, il était encore plus grand, et maintenant nous avons battu tous les records, puisque chaque jour, ce sont environ 1000 soldats de part et d'autre qui sont tués ou gravement blessés. C'est un massacre atroce. Les soldats qui meurent, ce sont des jeunes gens, ou parfois moins jeunes, mobilisés, des pères de famille, des frères, des mamans qui pleurent leurs enfants perdus. Voilà l'Europe, le visage que nous voulons aujourd'hui donner à l'Europe en soutenant la bataille jusqu'à la victoire finale. Et ceci malgré des avis, on va dire, pragmatiques et compétents de militaires même de l'Ouest. Le général Miley qui décrivait une situation de pâte. On voit que les 12 derniers jours ont confirmé cela. Il y a eu une bataille, quelques petits villages, vraiment des petits villages ont été repris, certains ont été encore repris par les Russes, et etc. Aller-retour, et à chaque fois, ce sont des centaines de morts et de blessés. C'est intolérable pour moi. Pour moi, l'Europe, c'est l'exemple de la France et de l'Allemagne. Ce sont deux pays qui étaient longtemps ennemis et qui ont appris à vivre ensemble, qui ont appris à accepter leurs différences culturelles. L'Europe, c'est un exemple de beaucoup de pays dont les cultures sont différentes et qui partagent en commun le désir de collaborer, d'avoir un projet commun et de vivre ensemble malgré ces différences et de bâtir ensemble un succès. Ça n'est pas une politique qui vise à jeter de l'huile sur le feu pour attiser des conflits par rapport à des pays, même européens, puisque les Russes sont autant européens que les Ukrainiens. Quiconque a vécu suffisamment longtemps en Russie le sait très bien. Malgré bien sûr un gouvernement, on va dire, plus autoritaire que les autres pays européens. C'est un grand drame. Je vais citer maintenant le président Macron à deux reprises. Le président Macron, en septembre 2022, rencontrait tous les diplomates, enfin la diplomatie française et les ambassadeurs. Il disait qu'il ne faut pas s'associer à des tensions ethniques et toujours tenir compte des intérêts légitime des communautés. Donc je transfère ça au conflit en Ukraine. L'Ukraine est un pays multiculturel, au même titre que la Belgique, que la Suisse. Et il y a au sein de l'Ukraine la moitié de la population qui est de souche russe, de culture russe. Les Ukrainiens eux-mêmes appellent cette moitié de population d'origine russe les Rousskis, donc les Russes, simplement, pour montrer à quel point cette culture est encore forte et non pas diluée dans une culture, comme on pourrait le croire, ukrainienne ou européenne. C'est un pays multiculturel, donc, où et les régions actuellement disputées sont des régions où ont vécu toujours des Ukrainiens de souche russe et qui n'ont jamais été des régions de culture dominante ukrainienne, culturellement ukrainienne, je ne parle pas de la nationalité maintenant. Donc voilà pour le caractère ethnique de ce conflit. Il faut bien voir ce qui s'est passé depuis 2014, depuis ce qu'on appelle l'Euromaïdan, donc la révolution, qui avait bien sûr un tropisme de la jeunesse pour que l'Ukraine devienne un pays démocratique et tourné vers un système de fonctionnement à l'européenne. Ce qu'on a mis de côté, c'est que pour que cette révolution
Cette révolution en fait s'est associée à un coup d'État où le président élu Yanukovych a été renversé, et pour aboutir à cela, ce sont les Américains essentiellement, donc avec voilà, John McCain, Victoria Nuland à l'époque, qui se sont associés à des leaders ultranationalistes ukrainiens pour mener à bien ce coup d'État. Donc John McCain, sénateur américain, candidat à la présidence américaine, qui était bras dessus, bras dessous avec Oleg Tyagnibok, le leader de Svoboda, un parti d'extrême droite. Et quand je dis d'extrême droite, c'est un euphémisme, parce qu'Oleg Tyagnibok, lors de ses congrès électoraux, où il réunit tous ses adeptes, fait le signe nazi face à son électorat pour justifier sa politique. Donc on a souvent parlé du nazisme, de Bandera, etc. Donc il y a vraiment une réalité là-dedans qui ne représente effectivement pas la majorité des Ukrainiens, loin de là, mais qui représente une minorité agissante et prête à l'action. Il y a eu donc une guerre civile entre on va dire, les nationalistes ukrainiens et les partisans fidèles au président élu Yanukovych. Cette guerre civile a été soutenue du côté du président Yanukovych par la Russie, de la même manière qu'actuellement l'Ouest soutient le pouvoir ukrainien. Et puis il y a eu un accord de paix, donc Minsk II, signé en février 2015. Donc en février 2015, il devait y avoir la paix en Ukraine. La Crimée avait été prise essentiellement pacifiquement par les Russes. Les Russes avaient une motivation particulière, c'est qu'ils avaient en Crimée leur seule base vers les mers chaudes, leur seule base militaire vers les mers chaudes, et leur seul port commerciaux vers les mers chaudes en mer d'Azov. Bon, entre-temps, il y a un autre port commercial qui s'est beaucoup développé, mais c'était une réalité à l'époque, donc le port de Rostov. Ce qui s'est passé, donc les années ont passé. Les accords de Minsk II n'ont jamais été vraiment respectés. Jean de Glignasty, donc l'ancien ambassadeur de France en Russie, a confirmé que c'était une décision unilatérale des Ukrainiens de ne pas respecter les accords de paix de Minsk II, en particulier le statut d'autonomie. Donc par exemple, les retraites n'ont pas été payées dans la région du Donbass, qui avait un statut d'autonomie selon Minsk II. L'argent de l'État n'allait pas aux infrastructures, donc cette région était laissée à elle-même. Le conflit a continué à être nourri avec des ruptures de cessez-le-feu que l'on peut sans doute attribuer de part et d'autre dans cette situation tendue où les accords de Minsk II n'étaient pas respectés. Mais voilà, en fin de compte, il y avait une situation plutôt tendue, mais relativement paisible, sachant que la Russie, bien sûr, a saisi l'opportunité d'apporter son soutien aux populations du Donbass et au gouvernement du Donbass, donc LPR, DPR, comme on dit, pour qu'ils puissent continuer à mener une vie on va dire, normale et non isolée. En Crimée, depuis 2014, les gens y vivaient en paix. Donc nous avions donc, avant 2022 une situation perfectible au Donbass, mais de relative paix avec quelques échauffourées entre l'Ukraine, enfin Kiev et le Donbass, et une situation de status quo autour de la Crimée, où les gens vivaient en paix. Voilà, il fallait trouver une solution. Le président Zelensky a été élu en 2019 pour la paix et a confirmé lui-même avec le président Macron et Angela Merkel les accords de paix de Minsk II. Il n'en a rien été puisque Zelensky en fait a poursuivi une politique hostile et agressive vis-à-vis aussi bien du Donbass que de la Russie. Et je vais décrire en quelques étapes décisives quelle était cette politique. Alors, Minsk II a été signé en février 2015, mais
certains, avec donc la France et l'Allemagne, la Russie, et signé donc en Biélorussie. Et certains ne l'ont pas entendu de cette oreille, en particulier certains dirigeants américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les sénateurs en 2016, donc fin 2015 déjà, une partie des activistes ultranationalistes ukrainiens, le Right Sector, avait formé une armée de 3000 soldats. Alors c'était dans un contexte où à la fin de la guerre civile, l'armée ukrainienne était exténuée, l'armée officielle était réduite à 6000 combattants. Et donc Right Sector a réuni par endoctrinement. Alors Right Sector, c'est un parti qui est encore plus à droite que Svoboda, dont je vous décrit le leader Tyagnibok. Ce sont des personnes qui endoctrinent même des enfants. On a vu des vidéos il y a quelques années de camps d'entraînement d'enfants à la guerre contre les Russes. Donc un parti animé par la haine des Russes. Et Right Sector avait réuni 3000 soldats et a dit je n'accepte pas les accords de Minsk et je vais faire si nécessaire une troisième révolution de Maïdan pour prendre le pouvoir. Et au lieu que tous les pays de l'Ouest s'assemblent pour dire non, vous n'allez vraiment pas faire ça, on va apporter la démocratie et réformer l'Ukraine, et c'est ça notre priorité avant de traiter peut-être de meilleurs accords avec la Russie. Non, ils ont envoyé donc John McCain, qui entre-temps en 2016 était devenu le responsable voté donc du Congrès américain pour la distribution d'armes américaines dans le monde entier. Il est venu en Ukraine et en 2016, il a dit à ces groupuscules armés et à l'armée ukrainienne nous vous fournirons les moyens pour battre les Russes. Donc si ça ne s'appelle pas mettre de l'huile sur le feu, excusez-moi. Voilà, donc il vient rencontrer ces gens-là pour faire ceci en compagnie de Lindsey Graham, qui est connu aussi pour ses positions assez, on va dire, bellicistes et dogmatiques concernant les différentes guerres menées par les États-Unis. Donc voilà, ces groupuscules continuent à se développer. Donc on a souvent entendu parler par exemple du régiment Azov, puis il y en a d'autres, régiment Sich, enfin bon, je ne vais pas les lister tous maintenant. Et donc tous ces régiments d'ultranationalistes armés ont été incorporés automatiquement à l'armée ukrainienne. Et le travail de la Grande-Bretagne et des États-Unis a été essentiellement de faire gonfler l'armée ukrainienne, qui est passée donc de 6 000 soldats actifs à 400 000 soldats. Et quand je dis 400 000 soldats, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc 400 000 soldats, ce sont à peu près la moitié qui étaient dans la police territoriale, donc l'équivalent de la gendarmerie, souvent des gens qui avaient des rôles plus administratifs que du maintien de l'ordre, et la police des frontières. Lorsque la guerre a commencé donc, en février 2022, tous ces gens ont été automatiquement envoyés au front puisqu'ils avaient signé un contrat avec l'armée, comme c'est pratique. Voilà. Donc les personnes qui s'attendaient à avoir un travail administratif se retrouvaient envoyés en première ligne. Et il y a eu un article dans le Washington Post là-dessus que j'ai posté sur ma page Facebook en mai donc 2022. Voilà la situation. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En 2021, Kiev a signé avec Washington, donc Kuleba et Blinken se sont rencontrés à Washington pour signer un partenariat stratégique qui avait pour but, noir sur blanc, de conquérir la Crimée et le Donbass. Voilà, donc conquérir donc par la force, et que les moyens seraient fournis par les États-Unis pour y arriver. Donc ce qui avait été dit par McCain en 2016 trouvait noir sur blanc son application au terme de ce partenariat stratégique. Donc dans une situation déjà tendue, que penser de ce partenariat stratégique alors que la Russie a toujours considéré
comme essentiel de garder, voilà, de garder son accès aux mers chaudes et sa force en Crimée, et alors même que les États-Unis, certaines personnes, donc en particulier Victoria Nuland, hein, vous vous rappelez, donc les révolutions de Maïdan, disaient on ne pourra assurer la sécurité de l'Ukraine que en écartant les Russes, en chassant les Russes de la Crimée. Donc voilà le cœur du conflit, un conflit qui aurait pu être aisément résolu en écartant ces positions extrêmes et en voulant la paix et la collaboration pacifique des communautés, comme c'était le cas sous Yanukovych. Il n'y avait pas de répression ni des on va dire des personnes de culture ukrainienne ou chrétienne, ni des personnes de langue et de culture russe. Voilà. Et tout ça pour vous expliquer que ce conflit a été voulu par l'Ouest. C'est l'Ouest qui a commencé à tirer un rideau de fer, comme l'avait fait Staline de son côté. Nous avons tiré un rideau de fer sur la Russie et sur la Biélorussie. Et comme si ça n'était pas suffisant, il y a en ce moment une polarisation qui est si extrême sur le conflit que nous en venons à oublier complètement notre démocratie. Alors le premier aspect, c'est bien sûr la désinformation massive. Donc on entend à chaque fois que Zelensky fait des déclarations, elles sont reprises sans filtre par les Européens, sans essayer de comprendre si les faits ont été vérifiés. Je vous donne un exemple. Dernièrement, par exemple, le barrage donc, sur le Dniepr qui a explosé, enfin partiellement explosé, donc depuis l'intérieur, ça a été montré, était depuis des semaines sous occupation ukrainienne. Les Ukrainiennes avaient réussi à s'emparer du barrage et d'une bande de terre donc au sud du Dniepr. Il suffit de regarder les plans, on va dire les rapports militaires de l'Ouest sur l'évolution de la guerre, et vous verrez que ce que je dis est entièrement vérifiable. Et on se demande comment, avec un barrage qui était sous occupation ukrainienne depuis des semaines, les Russes ont pu, depuis l'intérieur, faire exploser le barrage. Évidemment, c'est faux, mais pourtant, je vois tout le monde reprendre cet argument, comme ça a été pour tous les mensonges autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, autour de Nord Stream, enfin les choses les plus... et à chaque fois, bon, bien, aussi dans une certaine mesure, là je vais être plus prudent, mais bon, Boutcha, je n'ai vu encore aucun rapport officiel pour Boutcha. Il a eu des morts, c'est sûr, mais quelle est la circonstance de ces morts, ça n'est pas encore tout à fait démontré, malgré les enquêteurs, en particulier les enquêteurs français qui y sont allés, qui n'ont pas émis de rapport. Donc il y a une désinformation massive, et on reprend ça, et on justifie tous ces mensonges, cette déviation de l'information comme justification pour continuer à escalader les guerres. Et escalader les guerres, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie des personnes comme vous et moi, comme vos enfants, qui sont envoyés au front, des personnes innocentes. D'ailleurs, j'ai trouvé assez absurde que le président Macron, il y a quelques semaines, fasse un discours devant le Conseil de l'Europe pour faire progresser donc l'abolition de la peine de mort dans le monde entier, grâce à nos valeurs. Et donc si nos valeurs, ce sont de ne pas tuer, on va dire, potentiellement des criminels, des criminels immondes, comment pouvons-nous, chaque jour, envoyer des centaines de gens complètement innocents, d'Européens qui n'ont rien fait pour que cette situation arrive, à la mort, en écartant systématiquement toutes les discussions pour la paix, toutes les négociations qui pourraient aboutir et qui sont poussées par un certain nombre de pays, mais aucun pays occidental. On reste dans un narratif bloqué qui doit justifier de tuer tous ces gens, donc de massacrer en masse des personnes innocentes qui sont envoyées au front pour satisfaire voilà, les instincts, on va dire, criminels. Voilà.
de beaucoup de nos dirigeants. J'ai essayé de comprendre comment on en est arrivé à cela, et je me suis petit à petit quand même rendu compte que voilà, l'influence américaine y est pour beaucoup. Par exemple, voilà, je suis bien sûr pro-européen parce que voilà, j'aime le projet de construction européenne. Je me suis demandé au sein de Renaissance voilà, qui mettait en avant ce genre de politique. J'ai eu l'occasion de parler par exemple avec Benjamin Haddad et Nathalie Loiseau. Il se trouve que par exemple Benjamin Haddad est dans une antenne d'un think tank américain que vous connaissez peut-être, c'est la Rand Corporation, qui met en avant, on va dire, voilà, toutes les politiques agressives et pro-américaines. Benjamin Haddad qui a fait des présentations avec Bernard-Henri Lévy voilà, pour promouvoir des actions violentes, enfin des actions de guerre, voilà, pour des raisons que je trouve dogmatiques. Nathalie Loiseau, donc, alors Benjamin Haddad, député de Paris, Nathalie Loiseau, donc, députée européenne, voilà, qui a vécu longtemps en Amérique, qui a un enfant de nationalité américaine, dont le rôle est d'écarter de l'Europe les influences, les ingérences étrangères. Alors, elle s'intéresse essentiellement aux ingérences chinoises et russes. Mais bien sûr, enfin, il me semble évident qu'elle ne s'intéresse pas beaucoup et ne fait pas grand-chose pour contrer les ingérences américaines, pour formuler ça de manière, voilà, pour formuler un euphémisme de nouveau. Voilà, en France, la situation me semble très alarmante, mais elle me semble beaucoup plus alarmante dans les autres pays. En Allemagne, il y a un bellicisme complètement hystérique et dogmatique. Il faut aller jusqu'au bout, c'est égal combien mourront pour punir Poutine. On retrouve ça aussi en France, mais peut-être de manière moins marquée. Alors, est-ce qu'on veut évoluer vers où en est l'Allemagne? En Pologne, c'est bien pire encore, puisqu'en Pologne, le président actuel en est à changer la constitution polonaise parce qu'il accuse, et vous avez sans doute vu en ce moment comme il est facile et courant d'accuser quelqu'un d'être pro-russe dès que l'on défend par exemple la paix. Il a accusé son concurrent essentiel donc pour les élections de l'année prochaine, Donald Tusk qui était quand même président du Conseil européen, je le rappelle, voilà, Donald Tusk, d'être pro-russe, et il a mis en place un congrès de 9 personnes nommées par le gouvernement actuel qui doit déterminer si les personnes ont eu une influence pro-russe, et que s'ils ont eu une influence pro-russe, donc déterminée par ce conseil nommé par le gouvernement actuel, ils ne sont pas éligibles. Donc je vous fais songer au genre de démocratie dans lequel la Pologne est. Donc quelle est la prochaine étape pour nous? L'étape allemande, l'étape polonaise. Ensuite, en République tchèque, le président actuel a déclaré que tous les citoyens de souche russe présents en Europe devaient être surveillés. Et on lui a demandé, de surveiller, mais comment? Eh bien, il a dit, exactement comme les Japonais avaient été surveillés aux États-Unis en marge de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je vous laisse chercher sur Wikipédia, enfin sur tout ce que vous voulez, sur Internet, quelles ont été les exactions commises sur des millions de Japonais innocents lors de ces actions de surveillance musclée. Voilà, donc on est dans une russophobie complètement hystérique, pour justifier des dizaines, des centaines de milliers de morts. Voilà, moi, ça n'est pas l'Europe dans laquelle je veux vivre. Pour moi, tous ces gens qui propagent aussi bien des mensonges que des politiques bellicistes qui ne cherchent pas à trouver une issue au conflit sont des criminels. Pour moi, ces gens doivent aller en prison. Alors, il y a des gens qui se trompent, voilà, il y en a toujours dans ce genre de situation, c'est normal. Là, on va dire que je suis plus tolérant face à ces personnes-là,
Je suis moi-même pilote d'avion. Quand on a fait une erreur en tant que pilote d'avion, on fait un débriefing, on essaie de comprendre pourquoi on a fait une erreur, et puis ensuite, voilà, parfois il y a un rapport qui permet ensuite que les erreurs soient évitées par les autres pilotes. Quelqu'un qui fait des erreurs, c'est possible, mais quand ça reste dans un esprit où on peut se remettre en question et apprendre de nos erreurs, je n'ai pas de, voilà, je n'ai rien à dire. Mais lorsqu'on persiste, on va dire, dans la propagande et dans les positions politiques qui tuent concrètement des dizaines de milliers d'Européens innocents, pour moi, c'est hautement criminel et ça mérite de la prison pour des personnes qui connaissent des faits, qui les cachent, qui les transforment. C'est de la désinformation massive avec des conséquences dramatiques. Les personnes qui promeuvent des politiques bellicistes, c'est une banalisation de la guerre, une banalisation des massacres de masse et une incitation à la violence de masse. Tout ceci doit être puni par la loi et j'incite les procureurs de la République à prendre des actions contre les personnes les plus bellicistes, car c'est tout à fait intolérable. Voilà. Voilà. Mes pensées vont avant tout à toutes les familles qui souffrent en Ukraine, mais aussi en Russie, à l'Ukraine, qui est un beau pays qui, à cause de nos politiques bellicistes, et qui soutiennent les courants les plus fâcheux de l'Ukraine, un pays qui se fait complètement détruire. Voilà, et une Europe qui prend un virage, dictatorial, antidémocratique, ce qui me semble très très inquiétant. Voilà, j'espère que vous partagez au moins, que je vous ai appris au moins quelques petites choses et que vous partagez une partie de mon sentiment de dégoût profond par rapport aux dirigeants actuels. Ce qui pourrait nous consoler, c'est de dire que voilà, la France n'est pas dans un point de non-retour, n'est pas dans une hystérie généralisée. Elle a participé, bien sûr, dans une large mesure à n'avoir rien dit contre, ou fait peu de choses contre le développement de cette hystérie et de ces méthodes meurtrières finalement. Mais c'est le seul grand pays européen qui n'a pas supporté encore de positions extrêmes et complètement antidémocratiques, malgré, je vais vous citer quelques noms, j'ai cité donc Haddad et Loiseau, par exemple François Hesbourg, qui est un atlantiste convaincu et belliciste convaincu, qui a une grande influence, régulièrement invité dans les médias, TF1 par exemple, de même que Pierre Haroche, même type de profil, des personnes qui parlent toujours calmement et qui vous expliquent très calmement, avec des mensonges et des narratifs complètement fallacieux, que c'est une très bonne chose de soutenir la guerre, qu'il faut faire la guerre, qu'il ne faut pas négocier, qu'on ne peut pas négocier avec Poutine. Je vous rappelle qu'en mars dernier, donc en début avril 2022 plutôt, donc de l'année 2022, la Russie avait émis, lors des négociations en Turquie, un accord de paix avec l'Ukraine, qui me semblait très raisonnable, puisqu'elle respectait, on va dire, le status quo qui avait eu lieu avant le conflit et aurait permis à l'Ukraine, au sein d'un statut neutre, de développer, on va dire, de prendre son envol démocratique et pro-européen. Il n'y avait rien qui empêchait ceci dans l'accord en Turquie. Et Zelensky, quelques jours plus tard, a dit que la situation sur le terrain n'était pas suffisamment favorable à l'Ukraine et que donc il souhaitait faire la guerre, en gros. Je vous laisse retrouver cette vidéo de Zelensky qui date d'avril 2022. Donc la situation sur le terrain, on la connaît, elle est dramatique, elle est bien sûr bien pire qu'en avril 2022, et il serait temps de se dire que la politique de confrontation vis-à-vis de la Russie a échoué, a lamentablement échoué, et qu'il va falloir prendre des décisions peut-être, je le comprends, difficiles, mais il s'agit maintenant de sauver des vies par dizaines de milliers. Donc
voilà mon avis. Et je fais ici, je n'ai aucune influence là-dessus. Je participe à voilà, des groupes de réflexion pour la paix. Mais voilà, il n'y a rien ne se passe pour l'instant. Donc je vous exhorte voilà, à aller trouver la vérité, à rétablir la démocratie et la paix en Europe. Merci.